Alors, on va parler de la France, évidemment, de sa situation économique, politique. Avec vous, Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet Asterès. Alors, un mot déjà pour qualifier la situation du moment. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes plutôt en colère? C'est quoi le sentiment? Je trouve ça consternant, mais en fait, oui, un peu comme tout le monde, rien d'original là-dedans. J'ai rencontré personne ces dernières semaines qui m'a dit c'est formidable. Bon. Non, mais par contre, je pense que, notamment dans les médias, on inverse la cause et la conséquence de ce qui se passe. C'est-à-dire que j'entends beaucoup dire, au fond, on a une crise politique qui est en train de dégénérer en crise financière et en crise économique. Je pense que c'est très exactement l'inverse, en réalité. Je pense que tout le monde a bien compris, et vous venez encore de le rappeler, que la France fait face à une obligation de réduire ses déficits publics. Pour des raisons dont vous parlez tous les jours, je ne reviens pas dessus, mais en tout cas, c'est une obligation impérieuse. Et c'est de là que vient la crise politique. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quelque chose en France qu'on a toujours refusé de faire, à de très rares exceptions près. On a toujours considéré que les questions budgétaires, au fond, elles étaient secondaires. On a toujours dépensé sans forcément gager les dépenses publiques par des impôts. On a diminué des impôts, voire supprimé comme la taxe d'habitation sans jamais se poser la question du financement. Et aujourd'hui, nous sommes rattrapés, la classe politique est rattrapée par quelque chose de nouveau. C'est la réduction des déficits publics. Mais la prise de conscience, elle n'est pas générale, quand même. Alors, elle n'est pas générale justement parce qu'il y a une espèce de refoulement. Mais c'est de là que vient la crise politique. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je vous garantis que si le budget 2026, au fond, l'idée c'était de trouver un budget avec un déficit public plus important, mais tout le monde serait d'accord. Et qu'il n'y aurait aucune crise politique et qu'on ne parlerait pas de crise de régime. Alors, on va détailler vos différentes positions, à commencer par l'endettement. On a quand même cette agence de notation, S&P, qui s'est prononcée alors qu'on attendait sa décision fin novembre. C'est donc en avance et qu'elle a dégradé donc, la note de la France à A+. C'est quoi le message? C'est que ça va très mal et le fait que ça intervienne avant le budget, c'est justement, faites pas n'importe quoi? Oui, c'est ça. Le message, c'est soyez des adultes. On en est loin, soyez des gens responsables. Et puis, il y a bien évidemment cette dinguerie de la suspension de la réforme des retraites. Je ne sais pas ce que veut dire le terme suspension, hein, c'est un arrêt de la réforme des retraites. Et là, c'est très important en réalité pour les investisseurs, parce que les investisseurs, au fond, se disent la France a toujours plus de mal que les autres pays à faire passer des réformes comme la réforme des retraites. La réforme des retraites, grosso modo, les mêmes types de réformes, on les fait à peu près partout pour des raisons purement démographiques. Mais elle a moins de mal à faire passer des hausses d'impôts. Rien de compliqué. Alors, elle a moins de mal à faire passer des hausses d'impôts, sauf que dans le pays qui a les prélèvements obligatoires les plus élevés au monde, il n'y a plus rien à faire en réalité du côté des hausses d'impôts. Et donc, vous pouvez faire toutes les augmentations de taux d'imposition que vous voulez. Vous pouvez mettre la flat tax à 40%, 45%, etc. Ça n'aura pas de... Mais je termine juste sur mon argument sur la réforme des retraites. Ce que n'avait jamais fait la France, en revanche, c'est revenir sur une réforme comme ça. Une sorte de masochisme, de pathologie, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas qualifier ça. Et ça, évidemment, les investisseurs, notamment, vous savez évidemment que plus de la moitié de la dette française, c'est détenu par des investisseurs internationaux, et un quart de la dette française hors Europe, ils se disent, là, nos amis français, ils font vraiment un truc baroque. C'est une situation exceptionnelle qui a demandé une réponse exceptionnelle. C'est pas souvent qu'une agence de notation dégrade en dehors de son calendrier. Vous trouverez difficilement plus patriote que moi, mais ils ont raison. Parce que la situation, elle est bizarre. Non, attendez, je vous la refais quand même en 2 secondes. On est en train de dire, le déficit, le budget 2026, il faut qu'on se mette d'accord pour faire un budget qui réduise un peu les déficits. Donc on est en train de se dire ça. Première mesure, suspension de la réforme des retraites. Oui, mais la situation... pardonnez-moi, mais personne de normal peut comprendre et admettre ça, en fait. Les marchés, la semaine dernière, le spread s'est resserré au moment de l'annonce de la suspension. Alors, on pense les marchés court-termistes. Est-ce qu'il faut préférer, justement, cette dinguerie donc, de la suspension de la réforme des retraites, comme vous dites, à l'instabilité politique et qui fait aussi qu'on a un gouvernement qui dure 14 heures? Oui, mais ça ne va rien changer parce que de toute façon, le gouvernement va sauter très rapidement. Je ne sais même pas s'il arrivera à faire le budget et donc de toute façon, la dissolution, vous l'aurez. Donc en réalité, on est en train de brader complètement et de détruire le peu de crédibilité qui nous reste sur l'autel d'une espérance politique qui, de toute façon, ne se réalisera pas. Et puis, pardonnez-moi d'être un peu brutal, mais... Moi, la stabilité politique, je m'en fous. Mais ce qui m'intéresse, c'est la stabilité économique et financière. Voilà. Donc le reste, c'est pas mon problème. Et au fond, vous avez tout à fait raison de dire que le spread s'est détendu et que les taux, même au moment où on se parle, en fait, ont baissé en réalité par rapport à la semaine dernière. Mais je crois que les marchés se disent autre chose, qui est encore assez peu documenté. Moi, j'en parle avec eux. Ils se disent, en fait, ça va se terminer par une dissolution.
ça va être grosso modo RN plus un bout de droite qui va aller, parce que le RN n'aura peut-être pas la majorité absolue, mais ils vont trouver 15, 20 parlementaires de droite qui voteront les lois avec eux. Et les marchés ont en tête, et à mon avis d'ailleurs c'est une erreur, c'est une autre discussion, mais ils ont en tête le précédent Mélanie. Et ça c'est peut-être quelque chose qui est assez nouveau, c'est qu'ils se disent Mélanie ça nous a fait peur, et à la fin de la journée finalement elle fait le job, et ils se disent le RN, ça pourrait être la même chose. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça, mais je vous donne l'explication des marchés et le fait qu'au fond, plus c'est le désordre en France, plus les marchés se disent il va y avoir une dissolution, il y aura RN et un bout de droite, et puis le pays continuera sa vie comme ça. Et comme vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs, les impôts seront toujours levés, etc. Et la France continuera. Mais il n'y a pas peur d'un ras-le-bol fiscal, soit d'une fuite massive de capitaux à l'étranger, ou même d'une impossibilité de prélèvement, d'un non-consentement qui se généralise? Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'en effet, on va vers ça, et que ce que propose une grande partie de la gauche, qui là va se déchaîner d'ailleurs ces prochaines semaines, avec des amendements budgétaires à l'Assemblée nationale pour l'essentiel, je pense qu'en effet, vous allez avoir une espèce de frénésie fiscale. D'ailleurs, vous avez vu que la taxe Zuckman, le Parti socialiste a dit qu'ils allaient proposer la taxe Zuckman sous forme d'amendement, je crois. Bon, bref, donc tout ça, oui, bien évidemment, mais après... Je vais vous dire, qu'est-ce qui risque de se passer de toute façon ? Vous allez avoir donc, à l'Assemblée nationale, ça va être absolument n'importe quoi, on commence à avoir l'habitude. Les sénateurs vont siffler la fin de la récréation, ça va retourner en commission mixte paritaire où on va voir ce qui va se passer, mais en principe, c'est plutôt le droite centre-droit qui a le dernier mot, et le gouvernement va tomber. Alors, donc, en matière de stabilité politique, formidable. Hein. Oui, on a gagné 2 mois, quoi. Voilà, ouais. 2 agences de notation maintenant pensent qu'on est A+ en termes de notes de crédit. Ça fait quand même plus groupe sanguin qu'excellence budgétaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de la part des investisseurs et comment il faut se regarder? C'est la même note aussi, je crois que pratiquement le Portugal. Enfin, vous aimez bien regarder ce modèle parce que c'est un pays qui s'est formidablement redressé en termes de dépenses publiques parce qu'ils sont maintenant ils présentent des budgets à l'excédent. Est-ce qu'il faut se comparer justement? Est-ce qu'il faut prendre un modèle et dire on fait exactement comme ça? Non, mais il n'y a pas que le Portugal en fait. Hein. Il y a le Portugal, il y a l'Italie, il y a la Grèce, même si la situation est évidemment plus dramatique. Je crois que ces exemples sont intéressants parce qu'ils nous montrent au fond que c'est possible. Et le grand paradoxe de la situation française, c'est qu'au fond, ce n'est pas si compliqué ce qu'on a à faire. On a une dépense publique qui est de l'ordre... Vous connaissez les chiffres aussi bien que moi, de pas loin de 1700 milliards, enfin dépenses publiques, dépenses sociales, collectivités locales. Donc 1700 milliards, il faut qu'on trouve 30-40 milliards. Vous voyez Quand vous l'expliquez comme ça aux chefs d'entreprise ou même à nos concitoyens, ils ne comprennent pas qu'on n'y arrive pas. À juste titre d'ailleurs, parce que c'est absolument incompréhensible. Donc ce que je veux dire, vous voyez, c'est que l'effort... Alors il faut faire 30-40 milliards, pas simplement en 2026, il faut le faire 3-4 années de suite. Mais enfin, quand on a en tête les ordres de grandeur, on voit bien franchement que l'effort à faire n'est pas si important que ça. Et que s'est-il passé avec le Portugal, puisque vous évoquez cet exemple? Alors, il y a eu la crise en 2011, mais après, au fond, ils ont mené une politique plutôt pro-entreprise, politique de l'offre, un peu pro-croissance, comme on le fait nous depuis quelques années, ça c'est bien. Donc, il y a eu de l'activité économique, les recettes fiscales sont montées, et les gouvernements de bon sens se sont dit, en fait, on va maîtriser les dépenses publiques, et en particulier les dépenses sociales, pour qu'elles aillent moins vite que les recettes fiscales. Ils n'ont pas détruit le Portugal, ils n'ont pas détruit l'hôpital, ils n'ont pas détruit l'État-providence. Il y a eu un gouvernement de gauche. Voilà. Oui, parce que là, pour le coup, les choses étaient relativement consensuelles, mais parce qu'à la différence de nous, il y avait le souvenir de la crise de 2011 qui était très... Et la Troïka qui est passée par là. Et ça, c'est très humiliant et c'est très dur, bien évidemment, parce que là, les réformes vous viennent de l'extérieur. Et donc, finalement, le Portugal, aujourd'hui, présente des excédents, l'Italie présente des excédents primaires. Donc, ça montre bien que pour la France... Ça, il faut le dire aux Français, c'est un message très important. C'est faisable, hein. Les efforts que l'on doit consentir sont parfaitement à la portée d'un pays comme la France. Mais c'est pas si difficile, mais en même temps, s'il y a eu une baisse des pensions des retraités, nous on voit que déjà un gel, ça pose énormément de problèmes. Ça pose de problèmes, parce qu'il faut expliquer, c'est que si on ne fait pas ça, la discussion qu'on aura dans 2 ou 3 ans, c'est une baisse de 20%. Et est-ce que la suspension de la réforme des retraites, c'est un peu le point bas de la crise où tout ne peut qu'aller mieux après? J'aimerais bien le savoir. Je ne sais pas. Je pense qu'on a une très bonne capacité en ce moment pour aller toujours plus bas. Après, la France, c'est un pays, ça c'est le... peut-être vous me ferez l'honneur de me réinviter en début d'année prochaine. J'ai publié un livre sur l'histoire de France qui montre que la France est ce pays qui, comparativement aux autres,
tombe très bas, remonte plus haut. La capacité de récupération de la France est quelque chose historiquement d'absolument exceptionnel. Donc en réalité, paradoxalement, je suis très confiant pour la France, et c'est peut-être un peu le sens de votre question. Plus on tombe bas, plus la fin de la crise approche, plus je suis confiant pour l'avenir. Mais comment on remonte haut? Par exemple, sur la retraite, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas suspendre la réforme, il faut réformer. Mais est-ce qu'il faut remettre à plat le système et mettre de la capitalisation? Oui, moi je pense qu'on en est là. Je pense qu'on en est là. Je pense qu'il faut évidemment le système des répartitions, il faut quand même continuer de faire des ajustements comme le font beaucoup de pays, c'est-à-dire dire aux gens, grosso modo, je schématise et c'est pas très compliqué à faire, mais si vous voulez pas, on vous oblige pas à partir à 67 ou à 68 ans. Si vous êtes déménageur, pas partir à 67 ans, c'est complètement évident. Mais en revanche, si vous voulez, dans votre profession, vous êtes journaliste, vous voulez partir à 67, à 68 ou à 70 ans, on va vous aider. Et vous aurez une forme de gratification pour ça. Ou dans la fonction publique, vous voyez. Donc ça, il faut continuer à agir là-dessus. Il faut sans doute revenir à quelque chose. Alors malheureusement, le gouvernement qui avait voulu le faire, Édouard Philippe, avait lui-même pas bien compris sa réforme, il a tué le truc. Mais c'est-à-dire, c'est un peu cet esprit-là, à dire aux gens, vous voulez partir à 61 ans, vous partez à 61 ans, mais vous aurez une pension qui sera plus faible que la personne qui part à 65 ou 66 ans. Et sur le financement de la capitalisation. Et alors sur la capitalisation, je suis absolument... Alors, c'est très simple. Quel est le rendement aujourd'hui du système de retraite par répartition? Il est de 0. Grosso modo, vous mettez 5 € en cotisation, vous récupérez 5 € au moment de votre retraite. Et j'espère qu'il va... Au mieux, il va rester à 0. Donc, c'est quand même pas génial. La capitalisation, le rendement, vous regardez les marchés boursiers, on est sur Ecorama, vous regardez les marchés boursiers à long terme, on est là encore, je parle sous votre contrôle, à 5, 6, 7% en termes réels. Donc il faut évidemment pas faut pas remplacer la capitalisation, la répartition par la capitalisation, mais on est un des rares pays en fait à ne pas avoir de capitalisation. Comment on finance ça? Très rapidement, on n'y est pas, hein, il faut passer le système par répartition un peu en excédent, et l'excédent, vous l'affectez à amorcer la pompe de la capitalisation. Oui, alors l'excédent, on n'y est pas du tout dans le secteur public. C'est peut-être aussi l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce qu'on fait avec les retraites des fonctionnaires? Oui, parce que là, en fait, le déficit, il est caché en réalité parce qu'on surcotise en réalité dans la fonction publique. Alors là, dans la fonction publique, il faut absolument augmenter le temps de travail. Vous avez beaucoup de collectivités locales aujourd'hui qui sont à 32 heures, voire moins. C'est pas possible. Il faut quand même que les collectivités locales passent à 35 heures. Ça va pas faire de la France un pays qui est un pays socialement fasciste. Je ne pense pas, très honnêtement, vous voyez. Donc tout ça, en fait, on ne le fait. Donc ce que je dis est de bon sens, en fait. Tout le monde devrait être d'accord avec ça. C'est plus difficile à faire. Mais voilà. Mais en fait, on manque un peu de courage. Et puis là, on a une classe politique, vous le voyez bien, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais enfin, qui est complètement perdue. En fiscalité, vous avez parlé de la taxe Zuckman justement comme d'une volonté de vengeance sociale. Le fait qu'elle puisse être en plus à ce point encouragée par l'opinion. C'est une taxe symbole d'ailleurs plus que rémunératrice, ça servirait donc à rien? Si, pour les gens qui détestent la France et qui détestent les gens qui réussissent, ça suffira non pas seulement à les faire partir, ça c'est un très mauvais argument. Quel est le danger de ce type de taxe? Donc, je rappelle le mécanisme très, très rapidement. L'État prend 2% du patrimoine, c'est-à-dire pour beaucoup de gens du capital de l'entreprise dont ils sont actionnaires, prend 2% par an. Bon. Donc au bout de quelques années, ça fait beaucoup quand même. Donc déjà, c'est un truc de dingue. Bon, bref. Mais en fait, vous n'avez pas aujourd'hui une personne qui veut prendre des risques énormes et faire une biotech dans les maladies neurodégénératives, qui va accepter qu'au cas très improbable où il réussisse à avoir une capitalisation boursière, alors même que lui-même n'aura pas beaucoup de revenus, on va lui prendre 2% du capital par an. C'est simplement un truc de dingue, si vous voulez, ça n'existe pas. Alors après, on a entendu... Mais... Oui, ça, plus que de la vengeance, c'est du non-sens. Donc pourquoi le mot je pense qu'il y a les deux. vengeance? Parce que je pense qu'il y a de l'incompétence. Il y a beaucoup d'incompétence. On l'a vu. Oui, vous parliez tout à l'heure de notre ami Éric Coquerel, qui ne savait pas du tout, ne comprenait pas lui-même. C'était sur BFM Business, il n'est pas capable lui-même d'expliquer qui était cette taxe. Voilà. Mais bon, quand des économistes nobelisables ou ultra-diplômés nous expliquent que c'est pas grave parce que du coup, au fond, ceux qui ne peuvent pas payer, ils n'auront qu'à filer les 2% de ce capital à l'État, vous vous dites qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de faire un stage de 2 mois dans une boîte de M&A ou dans une
une boîte de capital risque. Parce que si l'État commence à prendre 2% du capital d'une entreprise qui vaut 10 milliards d'euros, bah évidemment, ce capital vaudra plus grand-chose. La meilleure réponse, d'ailleurs, a été fournie par le patron de la BPI, l'excellent Nicolas Dufour, qui vient d'ailleurs de publier un livre absolument remarquable, qui a très bien dit, mais c'est moi qui vais hériter de tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Non, mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces actions? Enfin, donc tout ça, si vous voulez. Donc il y a de l'incompétence, il y a beaucoup d'incompétence dans la taxe Zuckman. Mais oui, je pense qu'il y a aussi quand même, dans notre pays, un peu cette idée de ressentiment, on n'aime pas les gens qui réussissent. Vous voyez? Et donc, faut combattre ça, parce que moi, je préfère. Parce que des gens qui réussissent en France, c'est la réussite de la France, en fait. Alors, bon, la taxe Zuckman, elle n'est pas encore au projet de budget. La taxe sur les holdings, en revanche, elle y est. En l'état tel qu'elle est, est-ce qu'elle est plus néfaste, justement, que la taxe Zuckman? Parce qu'elle touche plus de monde, quand même beaucoup plus de monde. Et ce n'est pas forcément les plus fortunés qui vont la payer. Et le taux est bien plus élevé que l'ISF. Là aussi, on est sur 2%. Vous avez magnifiquement répondu à la question que vous m'avez posée. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Il y a un présupposé qui est faux de toute façon, c'est cette idée selon laquelle les holdings, ce serait un truc qui, je ne sais pas d'ailleurs, permettent à échapper à l'impôt. Alors une holding est une société, je veux le rappeler, c'est parfaitement transparent, il y a des experts comptables, éventuellement des commissaires aux comptes, il y a des contrôles fiscaux, elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, 25%, et en effet, n'en déplaise à certains économistes, ce qui est à l'intérieur de la holding qui n'est pas un revenu, puisque ça reste à l'intérieur de la holding, n'est pas frappé par l'impôt sur le revenu. Pour la raison suivante, c'est pas un revenu, on est dans un état de droit. Donc on ne va pas commencer à soumettre à l'impôt sur le revenu des flux financiers dont on pourrait se dire qu'un jour, ils pourraient devenir des revenus. Donc tout ça, là encore... Et si c'est une entreprise, ça fait taxer par l'IS. Mais bien sûr, mais évidemment. Donc les holdings sont très fiscalisés en France. Et quant à ceux, parce que j'entends beaucoup ça, qui disent « Ah oui, mais ça sert, ceux qui ont des holdings, ils achètent tout un tas de choses avec des yachts, des voitures, etc. » Enfin, je ne comprends pas cet argument. Si ce ne sont pas des biens professionnels, c'est de l'abus de biens social. C'est un délit pénal et c'est très fortement réprimé en France. Donc, si ceux qui nous expliquent que les holdings servent à faire ça, il faut qu'ils en parlent à la justice. Parce que c'est absolument interdit en France. Et je le répète, une holding est un bien social. Oui. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Donc vous voyez, là encore tout ça... Il y a peut-être des abus, effectivement, s'il y a des abus, corriger. S'il y a des abus, il y a des contrôles fiscaux. Et je fais parfaitement confiance aux contrôleurs du fisc, aux contrôleurs SAF, qui savent très bien faire ça dans notre pays pour corriger ça. Oui. S'il y a des abus. Donc c'est du domaine du droit et de la loi. Voilà. Donc plus de contrôles fiscaux à venir. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, c'est la fin de cette grande interview. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et tout de suite, on se retrouve pour la partie bourse.